Alors, je disais, moi, je suis philosophe de formation, je fais la philosophie politique, j'ai fait aussi les sciences politiques. Donc, Ah, je suis vraiment retrouvée dans votre livre, non ah, pas tant mieux. parce que je suis fan de l'humour, mais parce que ben, c'est vraiment, c'est un cours de philosophie. En fait, quand j'ai fini de lire, je me dis, ça, c'est un manuel de philosophie de l'humour. Mhm. Oui, quelqu'un Ah, qui ben c'est gentil. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui veut enseigner la philosophie de l'humour, je pense que votre livre reste une référence parce que vous avez fait le parcours, en fait, sur le plan de la philosophie, depuis la philosophie ancienne, hein, avec Diogène. Ça, j'ai Mhm. beaucoup apprécié ça. Et puis, alors, c'est vrai que les humoristes, ils sont québécois ou canadiens, mais après, on adapte toujours par rapport à d'où on vient. Et je pense que vraiment, la philosophie tient là un livre qui fera date, je l'espère. Ah, bien, c'est super gentil. Merci de l'avoir lu aussi, puis merci de m'inviter, là. J'apprécie beaucoup. Ok, c'est parfait. Alors, j'ai essayé de griffonner quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à propos de comment ça se passe. Sinon, je peux commencer à vous poser quelques questions autour de votre livre. Pour Ben, moi, oui, allez-y. j'avais juste, je me demandais un peu, Oui. parce que là, le site est en maintenance, que vous disiez, ou quelque chose comme ça, mais c'est quoi? C'est un site Internet? C'est un magazine? En fait, je ne sais même pas exactement c'est quoi le médium. Ah, d'accord. En fait, je vous enverrai le lien du site après la rencontre. Il est disponible. En fait, c'est un magazine en ligne. C'est comme un magazine, une revue en ligne où on met en avant un peu la culture euh, francophone, mais c'est surtout la culture, je vais dire, un peu basée sur l'écriture, un peu. Donc, on a beaucoup de littérature et OK. puis de la philo. C'est beaucoup d'influence parce qu'on est pas mal quelques philosophes dans le groupe. OK. Et puis, de temps en temps, des films. Voilà, c'est culturel, quoi. OK, génial. Oui. Parfait. Je vous Bon, ben, enverrai. ouais, j'irai voir. Oui, 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 je vous enverrai le lien. On fait aussi des recensions. J'aurais pu faire une recension de votre livre, mais je voulais parler avec vous. Peut-être que je ferai la recension plus tard, je ne sais pas. Génial, ben, je suis prêt. Bon, on peut Ok, commencer quand vous êtes prêt. d'accord, c'est parfait. Ce sont quelques questions, mais très ouvertes aussi. Donc, il se peut que je rebondisse sur certaines de vos réponses. Voilà, donc ma première question. Alors, quand j'ai fini de lire votre livre, la réflexion que je me suis faite est la suivante. Si un jour, je suis amenée à enseigner l'humour en philosophie, comme je disais tout à l'heure, ou la philosophie de l'humour, votre livre est une référence. Êtes-vous conscient d'avoir produit un manuel sur l'humour? Euh, plus ou moins, je dirais. Mais en fait, je suis un peu flatté de juste du sens de la question. Parce que c'était un objectif pour moi de rendre ça le plus accessible possible, sans faire de compromis sur le fond philosophique, que ça reste un livre philosophique, critique aussi, un sens assez critique à ce livre-là, mais de le rendre accessible, fait que de vous entendre dire que ça fait office de livre, de manuel de philosophie, ben moi je me dis objectif complètement atteint. Puis, puis enseigner la philosophie de l'humour, j'en parle un peu dans mes cours des fois. Puis ben oui, j'en avais pas conscience, mais maintenant que vous le dites, je fais, ah ben oui, c'est effectivement un manuel d'enseignement de la philosophie de l'humour. Tout à fait. Ok, d'accord, merci. Vous avez parlé tout à l'heure, enfin, j'ai retenu le mot critique, hein. C'est vrai que, ben, en lisant le livre, en tenant compte de votre parcours dans l'introduction, mais j'ai retrouvé un peu le penseur politique aussi. Et en fait, je me disais, au début, je trouvais un peu que c'était un peu dur, mais après, je me dis, mais en fait, il fait de la critique sociale un peu. Est-ce que c'était un ouvrage de philosophie politique, votre livre? Oui, ben ça fait écho à mon parcours aussi. J'ai fait une maîtrise en philosophie politique, justement, puis un doctorat en philosophie, mais une philosophie qui était
ancré dans la philosophie française contemporaine et aussi dans la théorie critique, l'école de Francfort, notamment en Allemagne. Donc, oui, ça ressemble beaucoup à de la philosophie politique, en fait. C'est parce qu'on n'est pas dans la philosophie existentielle comme telle. On est vraiment il y a une forme d'engagement dans mon travail qui est critique dans l'espoir qu'il y ait une transformation souhaitable du monde, possible encore peut-être. Des fois, c'est dur. Des fois, l'espoir est extrêmement fragile, là, puis c'est ça la beauté d'un humour aussi, qui en est conscient de cette fragilité-là de l'espoir, mais qui persiste à vouloir offrir une certaine critique ou une forme de résistance rieuse à l'état parfois triste de notre époque. Oui, vous parlez de l'engagement, c'est un livre d'engagement. Est-ce que vous pensez que les philosophes aujourd'hui, au Québec notamment, euh, incarnent, voilà, c'est ça, incarnent un peu cet engagement ou bien on a du mal à les rencontrer dans les grands débats ou dans les, j'aime pas l'expression petit débat, parce que l'humour, a priori, on peut dire que ça n'a rien à voir avec des questions comme la laïcité, mais tel que vous le présentez dans votre livre, il reste que ça draine des foules, en fait. Et donc, c'est vraiment un lieu qui pourrait être un lieu d'engagement. Alors, pensez-vous que les philosophes répondent un peu à ce besoin de présence, cette nécessité d'engagement aujourd'hui au Québec? Ben oui, sur différents, ça dépend des débats, mais il y a différents philosophes qui deviennent des figures publiques par rapport à certains débats. Je pense à Michel Seymour, un ancien professeur de l'Université de Montréal qui est beaucoup engagé dans le débat justement laïcité que vous avez nommé là, dans la question, euh, qui est très proche des positions de Québec solidaire, par exemple. Oui, Puis sinon, ben, il y a Alain Deneau qui prend beaucoup de place au Québec aussi dans une forme d'engagement, de forme de critique sociale. Puis, à mon sens, sinon de manière plus générale, depuis Socrate, le travail du philosophe, c'est d'apporter un regard critique sur l'état des choses. d'accord. Ça peut pas faire autrement que de remettre en question les a priori de l'époque. Même les philosophes plus existentiels sont, tant qu'à moi, excusez-moi, ma fille, une seconde. Il n'y a pas de souci. Ah oui, ok, parfait. Non, non, il n'y a pas de Ma souci. blonde va aller la voir. OK. Mais c'est ça, fait que, en tout cas, oui, moi, je pense que même les philosophes existentiels, d'une certaine manière, sont tout le temps, même si c'est pas politique dans le sens fort du terme ou de manière explicite, Oui. il y a une façon de philosopher et dans ma tête, ça passe par une remise en question minimale, puis parfois forte, ça c'est peut-être souhaitable, de l'ordre de la société. C'est vrai. Dans l'introduction, merci beaucoup. Dans l'introduction de votre livre, vous parlez un peu de votre relation avec l'humour d'abord et l'éthique plus tard, hein. Mais à quel moment cette idée s'est-elle imposée à vous de manière à faire une critique sociale aussi pertinente? À quel moment vous vous êtes dit, oh, je vais me lancer là-dedans? À quel moment? Qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce qu'il y avait un besoin social? Euh, à quel moment j'ai décidé Vous avez eu cette idée de vous dire, je vais me lancer dans la réflexion sur l'humour et éthique. Mhm. Ça, Ben, ça a été, j'ai fait mon mémoire de maîtrise aussi en sciences politiques sur l'humour. Là, c'est de la philosophie politique. C'était pas j'étais vraiment au département des sciences politiques. Puis à cette époque-là, après le bac, j'étais une personne assez révoltée et engagée, je dirais. Euh, puis en même temps, j'avais le goût de pousser les réflexions, j'avais le goût de pousser mes études, mais je voyais pas sur quoi travailler. Puis ça, l'humour me semblait être un terrain euh, vraiment fertile parce que je sentais l'espèce de tension dans un désir de joie de vivre, d'avoir du plaisir même dans mes études, dans mes recherches. Et cette joie de vivre-là n'excluait pas, même au contraire, venait avec une forme de rébellion ou de volonté de résister à l'ordre capitaliste, à toutes ces hiérarchies-là, à toutes les inégalités sociales. Puis je trouvais que l'humour était vraiment un beau terrain, puis surtout que
que quand on regarde la scène humoristique la plus commune, c'est comme si les humoristes contemporains, plusieurs, puis là, peut-être que c'est de moins en moins vrai aussi plus le temps avance, là, mais il y en avait plusieurs, du moins quand j'ai commencé mes études, que l'idée que l'humour n'est pas politique. Puis, ah, mais c'est juste une blague. Mais non, mais la blague est raciste ou la blague est sexiste. Ah, mais c'est juste une joke. Mais non, l'humour porte certaines valeurs. Puis l'humour peut être ou bien un reflet de société ou bien une force de résistance et de critique. Puis, je trouvais ça intéressant. Comme l'humour venait bien, dans le fond, mélanger mon désir d'une forme de joie de vivre avec ce potentiel-là de résistance à l'ordre de la société. J'ai envie de vous poser 2 questions en même temps. Je vais essayer. Ouais. La première, vous avez parlé des valeurs de l'humour, hein. Est-ce que vous pouvez m'en donner quelques-unes? Donc, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous n'avez pas peur des critiques des humoristes s'ils lisent votre livre? Parce que vous ne les lâchez pas dans votre livre. Non, je ne les lâche pas. Ben, la première question, c'est les valeurs de l'humour? Oui, c'est ça. Ben, ma compréhension de l'humour m'amène à croire que c'est pas vrai que l'humour serait comme à l'abri des valeurs dominantes. C'est-à-dire que souvent, on entend des gens dire « Ah, mais c'est juste une blague ». Comme si on peut faire un commentaire, par exemple, hyper sexiste, mais puisque c'est de l'humour, c'est pas politique, puis on devrait l'accepter. Puis le problème, non seulement, le problème, en fait, c'est la personne qui dit, mais non, c'est ça que les gens vont dire. Les gens vont dire, ben, si tu ris pas, c'est toi le problème, tu n'as pas le sens de l'humour, mais le sens de l'humour n'est pas nécessairement le sens des valeurs plus conservatrices de notre société. Donc, l'humour porte certaines valeurs, puis l'humour peut remettre. Moi, en tout cas, l'humour que je privilégie, l'humour éthique, c'est un humour qui questionne les valeurs dominantes plutôt que celui qui fait juste les réitérer. Puis, puis banaliser une certaine forme de violence sociale aussi par l'humour. Ça me. C'est ça. Parce que. Ouais. J'entends d'une oreille aussi ce qui se passe là-bas. Mais fait que c'est ça pour les valeurs. Notre sens de l'humour porte certaines valeurs. Bref. Puis plutôt que d'en faire le déni en disant non, non, quand je fais de l'humour, ça veut rien dire. Non, l'humour veut dire quelque chose pour moi. Puis il y a un beau potentiel critique dans l'humour qui peut venir avec une joie de vivre aussi, qui peut venir avec. Parce qu'un autre truc, là, excusez-moi, peut-être que je ne sais pas comment ça va être transcrit, là, mais peut-être que je m'éparpille. Mais sinon, un préjugé qu'on a souvent dans la société aussi, c'est qu'un humour qui serait plus critique serait moins drôle. Puis que ce qui fonctionne, tu sais, quand on regarde Juste pour rire, puis l'industrie de l'humour, ce qui fonctionne, c'est un petit humour facile ou un humour plus conservateur. Puis il y a les humoristes qui sont plus critiques, qui font quelque chose de plus original, qui font quelque chose de différent, ben c'est moins drôle. Ben moi, je pense pas. Je pense pas du tout, en fait. C'est plutôt l'inverse. Il faut aller chercher ces petites perles-là, les humoristes qui tentent quelque chose de différent, qui vont apporter un discours décalé, mais un décalé pour vrai. Un discours qui va remettre les choses en question. Il est là peut-être l'humour le plus intéressant et non des grandes têtes d'affiche de l'industrie qu'on connaît déjà puis qui se ressemblent presque comme des clones depuis les années 90. Ouais. C'est vrai. Moi, je pense que c'est à la page 175 hein, de votre livre, Virginie Fortin, parce que j'ai peut-être pas été interpellée, mais il y a deux auteurs à qui vous faites allusion qui ont retenu mon attention. Donc, il y a Virginie Fortin et Archer, mais j'ai oublié le nom, le Anne prénom. Archet. Oui, Anne Archer. C'est peut-être parce que je suis femme aussi, comme elle, hein. Mais je pense qu'à la page 175 de votre livre, vous parlez de l'utilité, hein, en vous inspirant un peu de Madame Fortin. Et ça m'a fait penser à un livre de Dany Laferrière, L'art presque perdu de ne rien faire. Mais en fait, un livre, au fond, quand vous le lisez, c'est vraiment l'art presque perdu de ne rien faire, en fait. Parce que c'est un ramassis que les gens n'ont pas beaucoup apprécié, en fait.
parce que c'est un ramassis de chroniques, de machins, mais vraiment l'art perdu, presque perdu de ne rien faire. Et moi, en lisant je vais dire, votre commentaire sur Fortin, moi, je me suis dit, je me suis demandé, pardon, quelle peut être selon vous la limite à ne pas franchir dans la quête de l'utilité ou de l'inutilité, par exemple? Comment faire autrement que faire quelque chose sans tomber dans le ne rien faire? C'est-à-dire que, Mhm. voilà, y a-t-il une limite à l'utilité ou à l'inutilité, selon vous? Euh, Ben, c'est ça, parce que l'inutilité, puis c'est bien que vous le dites parce que c'est une nuance importante, l'inutilité telle que c'est parce que je parle de l'humour inutile, puis je Mm, l'associe à l'humour éthique, mais c'est pas ne rien faire, puis c'est surtout pas se résigner. Puis l'humour inutile, en fait, c'est inutile aux yeux de ce qui semble être utile généralement. Fait que c'est inutile dans le sens où ça vient pas tout simplement à être rien de plus qu'un autre rouage du système qui fait rouler la grande machine économique, la grande machine des hiérarchies, etc. Fait que l'inutilité, en fait, c'est quelque chose qui essaie de faire différent, qui essaie de pas juste faire rouler la grosse machine. Puis à un moment donné aussi, c'est que on n'a pas tout le temps le choix. Là. Tu sais, moi, je suis un professeur de philosophie, je suis dans le système, là, je suis pas à l'extérieur. Mais que l'orientation première, le but premier ou ouais, la motivation première soit de porter un regard original et différent, plutôt que de juste vouloir avoir un succès commercial, par exemple. Fait que c'est une forme d'inutilité parce que les grandes machines de l'industrie veulent des succès commerciaux. mhm, Fait que ça peut paraître inutile, quelqu'un qui fait un humour différent, qui va vendre moins de billets, qui va ne pas faire les grands festivals nécessairement. Fait que c'est une forme d'inutilité, en fait, qui pourrait devenir plutôt un synonyme de résistance mm, mm. à, à- à l'ordre habituel des choses. Donc, mais c'est vraiment pas, puis la nuance est importante, c'est bien que vous l'ameniez, c'est vraiment pas de rien faire, de rien faire du tout, de juste comme être assis sur son divan toute la journée. Euh, Après ça, c'est pas grave, on peut le faire des fois. Je sais pas, On peut- mais l'humoriste, je pense un travail quand même à faire. Puis, tu sais, c'est pas contre la productivité non plus. Un humoriste qui est très productif, qui travaille fort, c'est génial. Après ça, c'est l'orientation de son travail. Est-ce que c'est que pour faire un succès commercial ou est-ce que c'est pour éventuellement faire réfléchir les gens, puis porter un regard original sur le monde? Donc, ok. Je voulais poser une question que je ne poserai pas à un philosophe a priori, mais j'ai envie de vous la poser. allons-y. Ok. Quel est selon vous l'humoriste idéal? Selon Jérôme Cotte, c'est quoi l'humour idéal? Une question à ne pas poser à un philosophe qui est essentiellement critique, mais bon, j'ose. Et vous avez la liberté de répondre ou pas. L'humoriste idéal, ben justement, l'humoriste idéal, ce serait quelqu'un qui viendrait me surprendre, qui viendrait ne pas répondre à un idéal que j'ai déjà dans ma tête. Fait que c'est un humoriste dont la forme de l'originalité, puis tu sais, la forme, la forme même de la critique, un humoriste vient de nous surprendre dans la forme même de la critique. Une critique, ça peut tellement prendre de sens différents. Tu sais, dans le livre, je parle autant d'une critique de Kafka que de Beckett, que de Virginie Fortin, que de Sol, Marc Favreau, qui sont quatre artistes complètement différents. Euh, Fait que l'humoriste idéal, c'est celui qui arrive à surprendre, à vraiment porter un regard sur le monde qui vraiment me chamboule d'une certaine manière, puis qui m'amène à faire Oh, OK, je me questionne. Puis non seulement sur la société, mais qui m'amène même à me questionner sur moi par rapport à moi dans ma vie, moi, c'est quoi mon rapport à moi, puis la société, mon rapport à moi et la vie. Fait que, en fait, c'est la surprise, la surprise au sens fort du terme. Ce que je retrouve jamais chez les humoristes de l'industrie. Il chamboule rien du tout, il me questionne pas, puis j'ai l'impression d'avoir vu 150 fois le même numéro à la fin d'un gala. Tu sais. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la différence. Est-ce que cette notion, ce concept de différence a quelque chose à voir avec la surprise? Je pense qu'il y a un lien. Mhm. Il faut qu'il marque la différence, si je comprends bien, pour vous, l'humoriste idéal. C'est ça, hein?
Ouais, tout à fait. Idéal comme, qui marque la différence, c'est même un mouvement intrinsèque à l'art de manière plus générale. Les artistes, sont des gens qui repoussent les propres limites de leur art sans cesse. Puis, les humoristes aussi, tant qu'à moi, sont appelés à faire ça, à transgresser les propres limites de les limites de leur propre art. Puis c'est là où arrive cette différence-là, cette originalité-là. Oui. Sortir des sentiers battus qui vont éventuellement redevenir des sentiers battus pour ressortir différemment. Fait que c'est cet art-là de la surprise, ouais, tout à fait. La différence est super importante. Euh, En introduisant l'humour féminin ou encore le rire des femmes, j'ai trouvé que vous brisez un peu un certain cycle, hein, dans lequel les femmes elles-mêmes, inconsciemment ou bien parce que imposées par la société, se sont enfermées, hein, parce que il y a des cultures où une femme, par exemple, ne rit pas. Elle ne rit pas parce que si elle rit, c'est un signe de légèreté de mœurs. Un peu manger dans la rue, un peu crier, un peu courir. Est-ce que pour vous, introduire l'humour féminin, est-ce une forme de votre engagement féministe, Gérard? Oui, oui, tout à fait, avec toutes les nuances aussi que tu sais, puis j'en parle beaucoup dans le livre, là, à quel point, c'est surtout justement quand je parlais de se questionner soi-même par rapport aux autres dans l'humour, moi, l'humour féministe m'a amené beaucoup à me questionner dans mon rapport aux femmes parce que des fois, je ris à des blagues que je préférerais ne pas rire par la suite en me disant comme: «Ah, ben oui, c'était sexiste, je m'en suis même pas rendu compte, puis maintenant je le vois». C'est mais oui, puis ça a été dans mes premiers intérêts quand il y a une série d'entrevues que j'avais menées dès 2000, je m'avancerai peut-être pas, de 2010, je crois, au début de ma maîtrise. Ça a été au début de mes intérêts sur l'humour, c'était l'humour féministe, l'humour et les femmes. Parce que, tu sais, tantôt, quand je disais l'humour que j'aime le plus, c'est celui qui me surprend puis qui me remet en question. Ben là, il y en avait un bel, bel exemple d'humour qui remettait en question Oui, ma socialisation d'homme blanc, hétérosexuel, privilégié. J'étais comme, ah, OK, ben tu sais, ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, ça ouvre la porte aussi à, OK, bon, c'est possible de rire autrement avec les femmes qui ont une sensibilité féministe, justement. Puis c'est pas moins drôle, au contraire. Tu sais, moi, je travaillais dans un café étudiant avec plusieurs femmes, un café étudiant qui était très engagé politiquement, disons, de gauche. Puis je riais tellement avec mes collègues qui s'identifiaient comme féministes. Fait que ça venait tout comme changer ma perspective de qu'est-ce qui peut être drôle aussi. Fait que oui, tout à fait, c'est une forme d'engagement avec toutes les contradictions que je porte encore, puis que j'essaie de surmonter tranquillement le plus possible. Mais ouais, je trouve ça super important d'en parler. oui. De toute façon, sur toutes les questions sociales, même sur le féminisme, on peut toujours porter des contradictions. Moi, ce qui m'a surpris, je ne sais pas s'il faut dire favorablement, mais certainement dans votre livre aussi, j'ai été surprise par beaucoup de choses, mais c'est la référence à Sarah. Oui, dans la Sarah, Bible. la maman d'Isaac, la conjointe d'Abraham, le père de la foi. Oui. Ça m'a véritablement surpris, mais positivement alors, parce que Sarah, c'est celle qui est souvent présentée comme la patronne des femmes stériles, patientes, où on dit, ben, écoute, t'as pas d'enfant à 40 ans, s'il te plaît, tu sais, Sarah, hein, elle a eu un enfant à 90 ans, donc il faut avoir la patience de Sarah, il faut prier. Et puis, Sarah, c'est celle qui a accepté la polygamie aussi, hein, qui a dit à Abraham, épouse Agar, parce que moi, j'arrive pas à avoir d'enfant, on va prendre une autre femme. Mais pourquoi avoir pensé à Sarah? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a Mmh. amené à penser à Sarah? Ben là, vous semblez connaître plus que moi toute l'histoire au complet là, de Sarah. Mais c'est que j'étais tombé sur, des textes, ben, en fait, c'est que ça revient souvent, ben, même pas si souvent que ça non plus là, mais tu sais, j'ai lu pendant 10 ans des livres sur l'humour. Fait que tu sais, ça revient pas dans tous les livres, mais Ouais. les livres qui portent sur le rire des femmes, reviennent souvent au rire de Sarah ou partent de là. Fait que en fait, je me suis beaucoup inspiré de plusieurs ouvrages qui partent de là, dont celui de Sarah Melchior. Là, je me souviens plus, il faudrait revoir le nom exact de l'autrice.
mais qui part aussi de là, dans un immense volume sur l'histoire du rire des femmes. Euh, ben, moi, je trouvais que l'histoire était originale dans le sens où ça vient. Ben, juste Isaac, là, celui qui rira, je trouve que c'est quand même fantastique. Puis, ben, de voir que le rire est dans la Bible, de voir que le rire le plus intéressant entre celui de Sarah et celui d'Abraham, et d'Abraham. peut-être celui de Sarah, en fait, qui est déjà c'est un rire sous cap, un rire qui est déjà un peu critique, qui est déjà un peu comme, tu sais, comment je le comprends, c'est qu'elle lance une sorte de défi à Dieu, de comme, ah, ben, puis finalement, oui, elle tombe enceinte, puis elle est bien heureuse. Fait que je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On dirait que je patine un peu, là, mais Non, non, vous m'apportez des réponses. Je pense que vous avez été saisi par ce passage. Et mhm. je pense que c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. C'était une belle surprise, mais une belle référence parce que on voit Sarah, effectivement, bon, on l'imagine, moi je ne l'ai pas vu, j'ai même pas regardé le film de Sarah, mais je l'imagine, ben, ils disent, oh non, mais arrête tes blagues, Dieu, là. Moi, à Ouais, c'est ça. 90 ans, ah non, là, la Ouais. ménopause et tout, non, pas du tout, non. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est comme ça lancer une forme de défi un peu enfantin, rieur à Dieu, tu sais. Puis c'est très différent. C'est un rire comme un peu plus discret, un rire retenu, mais que Dieu entend quand même, alors qu'Abraham, lui, est à plat ventre, puis il éclate de rire de manière beaucoup plus évidente, là. Mais ouais, fait que c'est pas mal. Là, j'ai pas l'impression que ma réponse est complète, mais c'est un peu ça. Je sais pas si je peux dire autre chose. Non, c'est moi, ça me convient. Et OK. puis, une autre référence, et merci déjà parce que Diogène de Sinope, parce que merci déjà parce que dans ma tête, et je pense que pour beaucoup de gens, euh, on a toujours confondu, pas confondu, mais on a toujours pensé que celui qui portait la lampe le jour, c'était Diogène Laërce, alors que en vous lisant, c'est finalement Diogène de Sinope, mais Ouais. que les écrits ont été rapportés par l'autre Ouais. Diogène. Et je pense que ça, c'est une belle lumière parce que on a toujours confondu ça. Et puis, ce que j'ai aimé aussi dans votre livre, c'est que vous rapportez un peu le tableau de Raphaël, hein, le peintre Mhm. italien, où vous commentez. Moi, je suis allée regarder l'image que j'ai l'habitude de regarder, mais pas avec vos mots. Et que Platon est au-dessus, que lui, il est sur une Mm. marche à demi couvert. Ce sont de très, très, très belles références de votre livre. Donc, pour revenir à Diogène, je me demandais en fait dans ma tête comment le définir, mais vous avez fini par le mentionner. Vous dites, il choisit de vivre comme une personne en situation d'itinérance. Et est-ce que son cynisme, qui est probablement un choix, est fondé sur l'éthique? On peut dire que son cynisme est fondé sur l'éthique. Un cynisme qui est un choix, hein, à lire tous vos commentaires. Je pense que c'est un choix qu'il a fait. Ah oui, de ce que je comprends de Diogène de Sinope, c'est un choix délibéré à 100%, lui. Puis oui, c'est une forme d'éthique dans le sens où il refuse la morale dominante, mais il la refuse de manière tellement radicale. C'est un anticonformiste plus, là. Un grand anticonformiste. Puis oui, tu sais, il vit un peu, surtout avec notre regard moderne, comme un hurluberlu ou quelqu'un qui tu sais, si on place Diogène de Sinope dans la société aujourd'hui exactement comme ça, euh, les gens vont plus s'en inquiéter que de le prendre pour un philosophe. Euh, mais quand même, les propos rapportés par Diogène Laërce nous amènent à voir toute une discipline de vie de la part de Diogène, une vie qui est fondée non pas sur la théorie, mais un désir de montrer sa philosophie par l'exemple, par le rire. Fait que c'est même pas quelqu'un qui écrivait des livres, c'est quelqu'un qui il disait comme mes enseignements, ça va être mes blagues finalement. Mes blagues qui parfois sont assez dures, là, assez moqueuses. Euh, Puis le sens éthique de Diogène vient vraiment de sa volonté de résister à la morale de son époque, de vouloir vivre autrement, de montrer qu'on peut faire et on peut espérer faire autre chose que de vivre
pour la richesse, pour les honneurs, pour la réputation. Euh, Après, il y a d'autres formes de. On peut critiquer un peu aussi Diogène Laërce, là, je pense, de Sinope, pardon, dans le sens où. Puis c'est un peu ce que j'amène aussi vers la fin, là, comme il y a son éthique, la limite de son éthique arrive où il n'y a aucune proposition, il n'y a aucune volonté de créer du nouveau finalement, autre que tout critiquer tout le temps. Puis c'est bien de tout critiquer tout le temps, mais il faut qu'il y ait une forme d'espoir une forme d'espoir d'améliorer les choses, à mon sens en tout cas, à mon avis. Puis Diogène de Sinope, on dirait que sa critique est fabuleuse et merveilleuse, je l'adore, mais là où je trouve une limite, c'est que c'est vraiment, ben, tout le monde est stupide, puis mieux vaut en rire, puis c'est tout. J'apprécie beaucoup c'est cette dimension que vous soulevez de faire de la critique pour la critique. Je suis sur TikTok, je suis Gabriel, je pense, Nadeau-Dubois, c'est ça, hein, Ouais. et à chaque fois qu'il critique Legault, il y a toujours des commentaires qui lui disent, mais proposez, faites pas de la critique pour la critique, même s'il y a des gens qui ne finissent pas par suivre ce qu'il dit, parce qu'en général, il propose toujours. Mhm. Et puis, ben, on est sur une plateforme sociale où c'est un peu, c'est confus, c'est flou, c'est pas vrai, c'est faux. Même ceux qui Mhm. commentent, en général, les gens qui commentent n'ont pas de visage, n'ont pas de nom, ils prennent des pseudos, donc on ne sait Mhm. pas qui fait ça. Et pour aller un peu dans ce sens des réseaux sociaux aujourd'hui, moi, j'étais en train de me faire une réflexion. Je me disais, le problème de l'humour aujourd'hui est peut-être dû au fait de sa banalisation par ses professionnels et par les spectateurs. C'est-à-dire que quand un spectateur va dans une salle pour aller suivre un humoriste, à quoi il s'attend? Et le professionnel, est-ce que avec un peu la prolifération des avis sur les réseaux sociaux, des attentes, des critiques, est-ce qu'il ne prépare pas déjà, ben, c'est normal, c'est son travail, mais est-ce il décide pas, décider de rejoindre son public par rapport à ce que le public attend de lui, admettons là, je ne sais pas. Mhm. Ouais. Ben oui. Excuse-moi, finissez, ouais. Je ne sais pas si vous avez fini. Oui, j'ai fini. Non, non, OK. enfin, il y a une autre Ouais. question, mais vous pouvez répondre un peu pour que Ben, tout le monde. moi, je vous suis. Je pense que je suis vraiment d'accord. Que c'est ce qui fait en sorte que être à la remorque des attentes du public, Mhm, puis de juste vouloir répondre aux attentes du public le plus large pour avoir le plus de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. mhm, On est à l'inverse complètement de ce que, quand vous m'aviez posé la question de l'humoriste idéal, celui oui, qui va surprendre mes attentes, qui va justement pas répondre à mes attentes, mais oui. c'est là où il va y avoir quelque chose d'intéressant. Mm. Euh, Puis oui, ça fait ça. Quand les humoristes font juste réfléchir à OK, comment est-ce que je peux faire un humour qui va rejoindre des milliers de personnes, répondre à leurs attentes, comme des consommateurs qui s'achètent une voiture, qui veulent que leur voiture réponde à leurs attentes. Mhm, Ben là, on est dans un humour qui est un produit de consommation davantage qu'une œuvre d'art. mm. L'œuvre d'art n'est pas fait pour répondre parfaitement aux attentes d'un très, très large public, à mon sens. L'œuvre d'art est là pour euh, surprendre, pour nous faire voir que, oh mon Dieu, l'humour peut aller là, l'humour peut Allez, faire ça. oui. L'humour peut nous amener sur ce terrain-là. J'y avais pas pensé, puis c'est fantastique. Fait que, ouais. Ouais, ouais, moi, je vous suis. Je trouve que c'est triste, en fait, de voir que. Mais c'est les lois du marché. Ils suivent les lois du Oui. marché. L'humour devient un produit de consommation comme un autre. Fait Tous les autres auteurs auxquels vous faites référence depuis Diogène jusqu'à Fortin représentent un peu la dimension sociale et politique de l'humour, hein. Est-ce que pour vous, l'humour doit être sérieux? bonne question. Euh, euh, L'humour peut être beaucoup de choses. L'humour éthique, je le présente effectivement beaucoup comme un humour qui a à tout le moins un fond sérieux, même si on ne le sent pas, même s'il n'est pas toujours évident, il y a un fond sérieux euh, parce que l'humoriste éthique, tel que je l'ai réfléchi,
puis ceux que je reconnais comme des humoristes éthiques, Mhm, prennent quand même minimalement au sérieux la souffrance humaine actuelle, les injustices, les inégalités. Euh, donc, après, ça peut se manifester de tellement de manières, puis peut-être que le sérieux, on le voit presque même plus, mais oui, il y a un fond sérieux dans le sens où c'est pas l'humour éthique prend au sérieux ces questions-là. C'est tout l'inverse d'un humour qui va les banaliser, qui va les rendre normales, qui va les renforcer. Les inégalités, je parle, puis c'est les problèmes sociaux. Donc, oui, je pense que l'humour qui m'intéresse a minimalement un fond de sérieux, mais le fond de sérieux peut être difficile à voir parce que l'humour éthique peut aussi être quelque chose de complètement éclaté, mhm. super joyeux dans le gros fou rire, fait que ça peut être aussi Beckett qui est un humoriste très, très sombre, très où est-ce qu'on voit quasiment plus l'humour, là, tellement que c'est rendu de la poésie, puis qui nous amène dans un monde étrange fait que les palettes sont tellement vastes. Mais pour revenir à la question, le fond de sérieux demeure dans le sens où il y a toujours une sensibilité minimale ou forte, en fait. Il y a toujours une sensibilité, sans la qualifier, il y a toujours une sensibilité aux souffrances systématiquement reproduites par la société. Est-ce que ce sérieux peut aussi être vu comme de l'impact, j'ai envie de dire de l'impact social, mais je n'ai pas envie d'occulter l'individu, de l'impact sur l'individu et de l'impact sur la société? Ce Euh, sérieux, est-ce qu'il peut avoir ce sens aussi? je comprends pas. De vouloir avoir un impact? Oui. Euh, euh, est-ce que je pense que je comprends mal la question. Ah, Je te d'accord. laisse aller. Est-ce que l'humour sérieux, donc au Ouais. sens éthique, est celui qui doit avoir un impact social, Hmm. bien un impact, oui. Euh, Ben oui, je pense que l'humoriste éthique souhaite rejoindre les gens quand même, les surprendre, là, tu sais, c'est comme, là, il y a beaucoup de nuances dans tout ce qu'on dit parce qu'on on veut pas un humour, mais j'appelle pas un humour qui répond aux normes du marché pour avoir le plus large, Oui. tu sais, mais, mais, euh, mais l'humoriste éthique souhaite quand même être entendu, être écouté, oui, avoir un impact. Puis c'est là aussi où faut que minimalement il fonctionne. Mhm. Euh, Fait que le sérieux vient. Oui, oui, le sérieux fait aussi partie d'une démarche où on cherche à rejoindre des gens. Tant mieux si on en rejoint beaucoup. Oui. Après, c'est juste que c'est pas la motivation première ne sera pas de décrocher des grands commanditaires puis d'avoir des salles combles nécessairement. Mais tant mieux s'il rejoint beaucoup de monde. Puis si c'est le public est plus niché, mettons, pour un certain type d'humour éthique, ben c'est quand même le but de rejoindre les gens. Là, tu sais, je pense que les artistes euh, souhaitent se faire entendre. Donc, oui, oui, dans la part de sérieux, il y a certainement l'idée d'aller toucher des personnes. Alors, le spectre peut être large. Oui. Euh, on a presque terminé, hein. Il me reste juste trois petites questions et puis on a fini. Je voudrais savoir s'il y a une différence. Enfin, je crois que l'une est la conséquence de l'autre, mais j'aimerais l'entendre de vous entre humour et rire. Oui, 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 je pense que oui. Euh, Parce que je reviens à un exemple comme Beckett. Moi, je pense qu'il y a des formes d'humour qui ne font pas rire, Mhm. nécessairement. L'humour peut faire rire, euh, mais en tout cas, c'est pas tous les humours qui viennent déclencher des grands éclats de rire. Euh, Le rire est la dimension plus corporelle aussi du rire, qui est une réaction physiologique, tandis que l'humour peut passer par une forme de poésie, une forme plus intellectuelle parfois, euh, qui, qui, qui vient sinon peut-être nous secouer. Ça peut être un rire intérieur, par exemple, un rire qui est plus discret, qui Mhm. vient juste cette espèce de truc-là qui nous secoue à l'intérieur, mais qui n'est pas ha ha ha, qui est pas comme un grand éclat. Euh, Fait qu'à mon sens, oui, il y a une différence entre les deux, mais c'est une différence qui n'est pas mutuellement exclusive non plus, dans le sens que l'humour, encore une fois, c'est tellement large, mais l'humour peut provoquer des éclats, l'humour même éthique, là, peut provoquer des éclats de rire où est-ce qu'on n'en finit plus de rire, puis on a mal au ventre tellement qu'on rit, puis tu sais, quand on a mal aux joues, puis on revient, on reprend notre souffle. Mhm. Mais l'humour éthique peut aussi être un roman de Beckett. Moi, quand je lis un roman de Beckett, peut-être une fois, je fais
mais le reste, c'est tout. Le reste, comme je suis impassible, tu sais, mon visage reste impassible, mais pour moi, c'est encore de l'humour. Fait que ça, c'est la dimension corporelle versus création artistique intellectuelle de l'humour, peut-être, qui c'est une différence, là, mais les deux vont quand même de pair. OK. L'avant-dernière question, c'est... Ah, excusez-moi, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent être vraiment pas drôles qui font rire aussi. Oui, Fait évidemment. fait qu'il y a ça aussi. Il y a comme des fois des trucs qu'on. Il y a une expression que j'aime beaucoup. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Des fois, c'est. Fait qu'il y a aussi des distinctions à ce niveau-là. Mais c'est tout, c'était une petite Et affaire. c'est ce qui est parfois étonnant parce que votre réponse me donne envie de vous poser une autre question. L'humour peut-il être, ou le rire, peuvent-ils être conventionnels? Parce que ben, il y a des choses, forcément, il rit, tu dis, mais pourquoi il rit? Parce que Mhm. tu te dis, mais pourquoi il rit? Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que t'es pas vraiment, tu te dis, mais pourquoi il rit? Ouais. Donc, c'est pas conventionnel. C'est, Mm. voilà, c'est ça. L'avant-dernière question, c'est juste une petite curiosité. Est-ce que vous avez d'autres projets de publication philosophique ou bien littéraire, fiction Ben, pour l'instant, là, ils sont sur le divan. Là, j'ai mon épouse, mon enfant de 2 ans et demi, un enfant de 3 mois. On est en train de se faire construire une maison collée sur la maison de ma belle-mère, intergénérationnelle. Pour l'instant, ça Non, occupe tout mon temps. ouais. Puis j'en suis content, j'en suis heureux. Mais je garde vraiment la porte ouverte à un autre livre m'y remettre dans 2, 3 ans, qu'on va être bien installé. Dans 2, 3 ans, oui, j'aimerais beaucoup ça, mais je vais lâcher probablement l'humour. J'irai dans d'autres avenues, toujours dans des questionnements par rapport à la justice sociale, à l'émancipation. Euh, mais j'irai peut-être vers d'autres avenues parce que là, ça fait depuis 2010 que je travaille sur l'humour. Je pense que Ouais. là, je m'intéresserais peut-être à d'autres auteurs, d'autres trucs, là. Mais en philosophie, pas de fiction, hein, c'est ça? En philosophie, ouais, ouais. En philosophie, j'ai pas. Je, je, je me suis jamais découvert un, un talent d'écrivain de fiction. Non. Ok, mais avant de vous dire merci, la dernière question, avez-vous le sens de l'humour, Jérôme? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que j'ai le sens de l'humour. Après ça, je pense que, comme vous dites, là, les humoristes qui pourraient me critiquer, ils diraient justement que non, j'ai pas le sens de l'humour parce que je suis pas capable de rire de leurs blagues à eux. Ben, soit, c'est leur façon de voir les choses. Mais moi, je pense que j'ai le sens de l'humour, mais c'est un sens de l'humour qui est particulier, puis qui. Ben oui, oui, j'ai le sens de l'humour. Voilà. D'accord, on va dire ça. Ok, je vous Puis, remercie beaucoup. Il est 14 heures, comme ouais. prévu. Alors, la suite de notre interview, ça va être quoi? Je vais probablement faire la retranscription et puis on va la publier probablement à la mi-mai. OK. Et puis, moi, la vidéo, je l'enregistre. En général, j'ai un compte YouTube. Quand la vidéo me plaît, je la mets en ligne. Mais je n'ai pas une équipe qui retravaille les vidéos. Voilà, ce n'est pas mon premier objectif. Mais si vous voulez que je vous l'envoie, je vous l'enverrai. Peut-être que vous aurez envie de rire, hein, parce qu'on n'a pas mal ri. Et puis, voilà. Donc, si vous souhaitez que je vous l'envoie, je peux vous l'envoyer, mais sauf si vraiment je sens que je peux la partager en ligne, il faut que je cherche quelqu'un qui va regarder un peu si la lumière est belle et tout. Mais sinon, je la garderai et puis peut-être que je la détruirai. Alors, si vous voulez un enregistrement, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Mais je la publie pas sans vous dire. OK, ben parfait, génial. Ça OK. marche. Vous souhaitez que Euh, je vous envoie un enregistrement, hein? oui, 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 Ouais. oui, oui, oui. D'accord. OK. Ouais, s'il vous plaît. OK. Bon, on a Parfait. terminé. Ben, merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Désolé du retard, mais Il n'y a pas de souci. C'est c'était le samedi, dodo. je suis en train de faire du ménage, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était bien agréable. D'accord. Bon, bonne fin de semaine, Jérôme. Parfait. À toi aussi. Merci. Bye bye. Bye bye. Bon, je n'enregistre même pas que je blague. Autre, enregistré. Seigneur. Tu quittes seulement, hein? Ok.